Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce tuto sur la cryptographie symétrique, donc une petite introduction. Avant de commencer, je voulais vous rappeler les éléments clés de la sécurité. On parle de confidentialité, d'authentification, d'intégrité des données et de non-répudiation. La confidentialité, c'est de garder les informations confidentielles. Entre autres, le chiffrement permet de garder des informations confidentielles, donc c'est pas n'importe qui va pouvoir lire les données. L'authentification, c'est de s'assurer qu'un utilisateur, avant d'avoir accès à des données, à un site web, puisse s'authentifier, par exemple avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'intégrité, c'est de s'assurer que les données ne seront pas modifiées, falsifiées par des hackers. Et non-répudiation, c'est le fait que ce soit impossible pour une personne ou pour toute autre entité engagée dans une communication par voie informatique de nier avoir reçu ou émis un message. Et donc, la cryptographie est un élément important des éléments clés de la sécurité. L'histoire de la cryptographie symétrique. Dans un autre tutoriel, on va voir le chiffrement asymétrique qui répond à plusieurs problèmes de la cryptographie symétrique. Donc on va voir à travers l'histoire quelques algorithmes qui ont été développés. Le code de César, Jules César, 44 avant Jésus-Christ. Visionnaire Cipher, One Time Pad, Enigma, DES, AES en 2000. Donc on va voir différents algorithmes et comment ils ont évolué à travers le temps. Pour bien commencer, une petite animation qui vous présente Alice et Bob. Alice aimerait échanger de l'information avec Bob et voudrait garder l'information confidentielle. Donc, elle va chiffrer l'information. Donc, Alice a une clé. Elle a aussi une fonction de chiffrement. Cette fonction-là prend un message en paramètre et une clé. Et ça va convertir ce message-là en message chiffré. Donc, une combinaison des deux nous donne un petit cadenas. Donc, le message est prêt maintenant à être envoyé à travers Internet, d'un endroit à l'autre, à travers une lettre ou peu importe. Donc, il va voyager pour se rendre jusqu'à Bob. Bob, lui, ayant la clé, la même clé que Alice, va pouvoir utiliser sa fonction de déchiffrement. Il va utiliser le message chiffré, utiliser sa clé et il va pouvoir retrouver le fameux message que Alice voulait lui envoyer. Donc, ça présente bien ce qui est la cryptographie symétrique. Donc, on a une clé plus un message, ça nous donne un message chiffré. Et si on a la clé et le message chiffré, on peut retrouver le message initial non chiffré. Et ce qui est important dans la cryptographie symétrique, c'est que la clé est nécessaire aux deux parties, la même clé. Le code de César. La clé K est un entier entre 1 et 25. Donc la clé n'est pas très compliquée, c'est un chiffre entre 1 et 25. Puis pour chiffrer un message, on remplace chaque lettre par celle qui la suit de K position. Je vous donne un exemple par la suite. Et pour déchiffrer, on fait l'inverse. On précède de K position. Donc par exemple, juste avant de donner l'exemple, je voudrais vous dire que c'est non sécuritaire. Par la force brute, on peut essayer les 25 clés et arriver au message chiffré. À gauche ici, QFDBOCXK, c'est mon message qui a été chiffré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque lettre de l'alphabet et je vais ajouter 1 à cette lettre-là. Q, R, c'est la prochaine lettre, le R. Pour le F, la prochaine lettre dans l'alphabet qui suit F, c'est G, et ainsi de suite. Pour K est égal à 1. Je vais décaler toutes les lettres de une position. Je vais faire la même chose pour K est égal à 2, 2 positions, et K est égal à 3, et finalement, je vais arriver à un message codé qui est Tiger Fan dans ce cas-ci. Et si je n'ai pas trouvé l'information ou le message codé encore, je pourrais procéder jusqu'à essayer les 25 clés. Maintenant, le chiffrement mono-alphabétique. La clé est une permutation de l'alphabet. Donc, tantôt, on faisait déplacer la lettre avec le code de César de une position, 2 positions, 3 positions. Maintenant, c'est une permutation. Par exemple, on va prendre tous les A, on va le chiffrer avec la lettre F.
On va prendre tous les B, on va le chiffrer avec la lettre R. Donc chaque lettre est toujours chiffrée avec le même symbole pour tout le message. Il y a 26 factoriels clés, donc 4 fois 10 à la 26. Donc c'est pas possible d'y aller par la force brute. Mais c'est non sécuritaire grâce à l'analyse fréquentielle. Ce qu'on peut voir en bas ici, c'est la quantité de fois qu'une lettre apparaît. Donc on sait que dans notre alphabet, la lettre E est souvent utilisée. Donc elle apparaît plus souvent dans le code. Donc grâce à cette analyse fréquentielle, on est capable de craquer le chiffrement mono-alphabétique. Maintenant, le chiffrement de Vigenère. Ça a été découvert en 1523, redécouvert en 1854, brisé en 1854, et cette fois-ci, la clé, c'est un mot. Par exemple, on pourrait utiliser la clé lemon et le message attack at dawn. Donc, si on veut lancer une attaque le matin, on pourrait envoyer à nos troupes ce message-là et s'assurer qu'ils ont préalablement reçu la clé. Donc, on va avoir une matrice de lettres et ça va comme suit. On va regarder le A dans la ligne du haut et on va faire l'intersection avec la lettre L sur les lignes et ça va nous donner la lettre L. Donc la combinaison de A et L va nous donner la lettre L dans notre matrice. Puis après ça, on passe à la deuxième lettre. On va fusionner encore une fois la deuxième lettre de notre mot à encoder, à chiffrer plutôt, et avec notre clé. Et la deuxième lettre de notre clé, c'est E. Et donc, ça nous donne une lettre X. Et on va y aller de cette manière-là pour toutes les lettres. Et ce qu'on peut voir, c'est que la clé, si elle n'est pas assez longue, ben, on va la répéter. Donc, on peut voir que lemon, lemon, lemon revient tant aussi longtemps qu'on a des lettres à chiffrer. Maintenant, le One-Time Pad Cipher, ça a été introduit en 1918 et c'est la même chose que le Vigenère Cipher, mais une clé aussi longue que le message. Tantôt, lemon, c'était une petite clé courte qu'on répétait, mais cette fois-ci, la clé est aussi longue que le message. La clé est aléatoire, donc on ne va pas choisir un mot ou un texte. Et chaque clé est utilisée pour chiffrer un seul message. Donc à chaque message, il faut envoyer une nouvelle clé de la même longueur que le message. Démontré mathématiquement indéchiffrable sans la clé, mais pas pratique. Donc il y a toujours le problème d'échange des clés. Comment on fait pour échanger les clés sans que quelqu'un les intercepte? Reconnaissez-vous cette fameuse machine? Enigma, qui a été développée par les Allemands en 1925. Donc, c'est la première fois qu'on a une mécanisation du processus de chiffrement. Grâce à cette machine-là, on est capable d'automatiser le processus de chiffrement. Puis le Daily Master Key, c'est le fait d'échanger des clés de session à tous les jours. Mais ça a été brisé en 1934 par les Polonais et les Anglais, grâce à une analyse de fréquence, puis aussi il y avait une faille dans l'échange des clés de session. Ça a été réparé en 1940, mais brisé en août 1940 par Alan Turing. Donc, peut-être avez-vous vu le film, et il a réussi à créer une machine qui opère le déchiffrement de façon mécanisée. On passe à un autre algorithme, le DES ou le Data Encryption Standard. Le DES est un algorithme de chiffrement symétrique, chiffrement par bloc, utilisant des clés de 56 bits. Son emploi n'est plus recommandé aujourd'hui du fait de sa lenteur, à l'exécution et de son espace de clés trop petit permettant une attaque systématique en un temps raisonnable. Donc c'est possible de craquer cet algorithme-là. Quand il est encore utilisé, c'est généralement en triple DES, ce qui ne fait rien pour améliorer ses performances. Donc il est plus sécuritaire, mais il est toujours aussi lent. DES a notamment été utilisé dans le système de mots de passe Unix. Donc ça provient d'un projet de IBM de 1970. Il avait développé un algorithme de chiffrement nommé Lucifer. En 1976, il a été renommé DES avec ses clés de 56 bits. En 1999, c'était possible de briser justement cet algorithme-là. Et en 1998, il est apparu le triple DES. Je ne passerai pas à travers l'explication de ce diagramme-là, mais vous pourrez le retrouver sur Wikipédia. Ça démontre justement les différentes opérations mathématiques opérées pour pouvoir chiffrer en DES.
Et maintenant, il y a le AES ou Advanced Encryption Standard. AES, aussi connu sous le nom de Ringel, est un algorithme de chiffrement symétrique. Il remportera en octobre 2000 le concours AES lancé en 1997 par le NIST et devient le nouveau standard de chiffrement pour les organisations du gouvernement des États-Unis. Donc assez fiable et, j'imagine, assez rapide. Il a été approuvé par la NSA, la National Security Agency, dans sa suite B, des algorithmes cryptographiques, donc les algorithmes qui servaient à chiffrer des documents confidentiels. Il est actuellement le plus utilisé et le plus sûr, donc encore aujourd'hui. Mais, même avec ça, l'échange des clés devient très problématique. Donc tout le monde veut utiliser ces algorithmes-là et échanger des données, mais comment on fait pour échanger les clés de façon efficace? Les banques veulent les utiliser, les gouvernements, les utilisateurs du grand public veulent chiffrer les données, sécuriser des données, mais il demeure que l'échange des clés est un problème. Et c'est ce qu'on va voir dans notre prochaine capsule sur le chiffrement asymétrique. Pour terminer, voici quelques références intéressantes sur Wikipédia. Vous trouverez vraiment beaucoup d'informations sur les différents algorithmes, l'histoire de ces algorithmes. Donc, je vous invite à aller découvrir par vous-même le monde merveilleux de la cryptographie et du chiffrement. Le mot de la fin. Si vous avez apprécié ce tuto, un petit pouce en haut est toujours apprécié. Si vous aimez la cybersécurité et la programmation web, cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire et cliquez sur la petite cloche, vous serez informé des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.